détail qu'est-ce que cela signifie. Là, ce que je voudrais vous parler, c'est, tantôt je disais à des gens, c'est la partie ésotérique de toute l'histoire, mais c'est tout ce qui est l'accord de reconnaissance mutuelle. Pourquoi je parle des accords de reconnaissance mutuelle? Parce que c'est grâce à ces accords-là que lorsqu'un laboratoire dit qu'il est accrédité ISO 1589, qui peut dire « moi, j'ai une reconnaissance à l'international ». Et cette reconnaissance-là est basée sur une structure organisationnelle au niveau mondial. Je vous ai fait un petit schéma que je vais vous présenter en espérant que je vais être capable de bien vous l'expliquer. Voilà. C'est ça. Je me suis pratiquée de plein de façons hier. Ça sortait des fois tout bien, tout proche. Mais bon, je vais faire de mon mieux, comme si je l'expliquais à des collègues de travail autour d'une table et d'un bon café. Donc, voilà. Par contre, je vais juste un peu m'approcher. Je vais positionner les organisations pour que vous les compreniez, puis après, je vais vous expliquer les liens qu'il y a entre tout ça. Au niveau planétaire, au niveau de la planète, au niveau de notre mondial, c'est ILAC. ILAC, c'est une organisation internationale qui structure toute la façon d'évaluer des laboratoires qui voudraient être accrédités. Pour se faciliter la tâche, il y a comme, moi je les appelle les 3 sous-groupes, c'est un peu par région. Ils se sont divisés, là, la planète, là. APLAC qui s'occupe du côté de l'Asie et une partie aussi des laboratoires en Amérique. Il y a EA qui est du côté beaucoup plus européen. Et récemment, en 2012, il y a eu un nouveau groupe qui a été créé, qui est le IAAC, qui eux autres s'occupent plus de si on regarde sur notre carte mondiale, là, qui s'occupe plus des organismes d'accréditation en Amérique. À ça, en dessous de ça, mon autre étage, vous allez retrouver des accréditeurs qu'il y a dans les pays. Il y a un accréditeur par pays habituellement. C'est la tendance qu'on va retrouver en Europe. Ici, en Amérique, le marché est un peu plus ouvert. Donc, aux États-Unis, il y a plusieurs accréditeurs. Ici, au Canada, vous allez avoir l'accréditeur qui est Conseil canadien des normes. C'est celui dont je vous parle le plus. Et on a récemment le QMPLS qui est en Ontario, qui aussi est un organisme qui offre des services d'accréditation. Maintenant que j'ai positionné le portrait à l'international, vous voyez en arrière, j'ai mis le ISO 17011. C'est que c'est une norme qui est reconnue à l'international pour suivre des modes de gestion pour être capable d'offrir ces services-là. Fait que tout le monde, chaque accréditeur est obligé de suivre ISO 17011. Chaque accréditeur est vérifié par les organisations qui sont là et disent oui, vos façons de faire respectent les façons de faire à l'international. Donc, pourquoi on parle d'accord mutuel de reconnaissance? C'est que eux autres, ils signent comme des engagements, puis ils se disent nous, on suit ces règles-là, vous venez nous surveiller, et quand on va accréditer un laboratoire, on vous dit que ce laboratoire-là est conforme en tout point aux exigences des normes. Chaque accréditeur ici, ils vont dire, moi je veux évaluer 7025, c'est une norme internationale aussi de laboratoire, mais pour tout type de laboratoire, avant que la 1589 existe, le 17025 était appliqué. C'est une norme de labo générale. Et après la naissance du 1589, des accréditeurs ont dit, moi je veux offrir le service pour des laboratoires qui voudraient être accrédités, je veux être en mesure d'offrir le service. Donc, ils font une demande aux organisations, puis ils viennent les évaluer. Puis ils viennent dire, oui, vous suivez le disséminance. Puis ils viennent avec nous dans les laboratoires, puis ils nous regardent si on fait une bonne job. Puis si on est capable de bien évaluer la norme, exemple 1589, puis ils disent, oui, vous êtes capable d'accréditer. Je vous ai mis ici en bas, parce que nous, on est partenaires du Conseil canadien des normes depuis une quinzaine d'années. Puis, au Québec, quand les laboratoires désirent être accrédités, exemple, ils vont appeler le Conseil canadien des normes, ils vont nous les référer ici au Québec. Donc, on a plusieurs clients qui désirent être accrédités. On a commencé avec le 17025, puis depuis 6 ans maintenant, on offre le service au niveau de l'accréditation 1589. Est-ce que ça va? Est-ce que je me suis bien débrouillée pour vous expliquer le portrait? C'était la bonne version, là. Hein? C'était la bonne version. Oui, bon, c'est bon, merci. Donc, maintenant que je vous ai un peu mis la table pour pourquoi on dit qu'un laboratoire est accrédité à l'international, je
je vais vous parler un peu du processus d'accréditation. C'est quoi le processus? Excusez, il y a une espèce de bruit, c'est moi qui... Je pense que c'est le micro. Tu veux mettre sur off. Parce que là, j'ai mis sur moi, puis okay, c'est bon. OK. Alors, au niveau du processus d'accréditation, je laisse faire la partie administrative de contrôle, puis tout ça, là, ça se fait comme en amont. Alors, un laboratoire doit définir sa portée. C'est-à-dire que lorsqu'il veut être accrédité, il doit dire, moi, je veux être accrédité, exemple, pour ma biochimie, pour ma microbiologie, pour mon hématologie. Il va choisir sa discipline. Je vous dirais que la tendance, et c'est comme ça, nous, pour tous les labs accrédités qu'on a, je vais vous en faire l'énoncé tantôt, tout le monde choisit toutes leurs disciplines. Donc, tant qu'à faire accréditer leur laboratoire, il faut accréditer les activités au complet. Donc, c'est ce qu'on appelle par définition de la portée. On a, dans nos équipes sont divisées avec un évaluateur responsable et des évaluateurs techniques que l'on choisit en fonction de la portée du laboratoire. Donc, si quelqu'un est en hémato, en micro, puis fait de la biochimie, on va aller chercher des gens qui sont capables d'évaluer ces secteurs. Donc, on va avec des spécialistes de secteur. Dans le cadre d'une accréditation, un laboratoire doit approuver l'équipe technique. Donc, on présente les CV de nos évaluateurs et on leur présente, on leur dit voici l'équipe avec laquelle on irait vous visiter et le laboratoire accepte ou non, ou refuse l'équipe. Puis de façon là, à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts possible et tout ça pour la visite. Le laboratoire va nous envoyer la documentation. Dans la norme, il y a des procédures obligatoires, il y a le manuel qualité. Donc, il nous envoie toute la documentation de son labo, la documentation pertinente technique pour qu'on soit en mesure de l'évaluer et de se préparer à l'évaluation. On fait une évaluation de la documentation pour être prêt à arriver sur place. On va leur envoyer un plan de visite. Une accréditation dure en moyenne de 2 à 4 jours, dépendamment de la grosseur du laboratoire. Puis, on envoie le plan, on se met d'accord avec le client naturellement pour décider les dates et tout, puis en fonction de la disponibilité de l'équipe. Puis, sur place, il y a un petit concept que vous connaissez, là, une réunion de départ où on explique tout comment on va procéder, blablabla, et on évalue les exigences de la norme. En équipe, chacun va de son secteur. L'évaluateur-chef va s'occuper de la partie système qualité, de la partie 4 de la norme, pour ceux qui sont familiers là, avec la ISO 1589 dans sa structure, donc tout ce qui est revue direction, tout ce qui est gestion, tout ce qui est personnel et tout ça, on le fait de ce côté-là. Et techniquement, l'équipe part de son côté et évalue chacune des clauses. Bonjour. Donc, voilà. Par la suite, à la fin de l'évaluation, on remet immédiatement un rapport préliminaire. Dans ce rapport-là, tous les écarts vont être mentionnés. Dans le processus d'évaluation, on dit les choses au fur et à mesure. La norme demande ça, on voit que vous n'êtes pas en mesure de nous le démontrer, on vous le dit, ça va être une non-conformité. On vous énonce les points forts et naturellement les pistes d'amélioration qu'on va avoir vues en cours de route. Ensuite, la lecture du rapport est faite par un autre groupe au BNQ, par d'autres intervenants. Et quand tout ça a été revu, puis tout était bien dit, on le retourne au client. Ça se fait dans les 2 semaines, c'est très court. Dans le processus d'accréditation ici, c'est 30 jours que le laboratoire a pour nous envoyer un plan d'action. C'est-à-dire que pour chaque non-conformité soulevée, il doit dire, ben moi je pense que je vais le résoudre de telle façon. Il nous envoie le plan d'action, on le regarde, je vous dirais que ça c'est facile, ça va bien. Ils manquent une procédure, ils manquent de quoi, ils vont dire on va l'ajouter. Des fois ils vont creuser un peu plus, mais nous quand on en fait l'évaluation, on va rappeler le client puis on va mentionner des fois des pistes différentes. On ne dit pas comment faire, parce qu'on est tiers parti, on ne peut pas dire comment faire, mais des fois on va dire non, là avec ton plan, là, tu n'y arriveras pas comme ça. Donc là, on leur demande un deuxième plan d'action. Et ils doivent nous envoyer avec preuve à l'appui leurs réponses. Lorsqu'on est dans une démarche initiale d'accréditation, on a 6 mois pour répondre. Et lorsqu'on est déjà accrédité puis qu'on réévalue le laboratoire, on a 3 mois pour répondre. C'est toujours preuve à l'appui. C'est pas je vais le faire. C'est je l'ai fait, voici mes preuves. Et nous, on évalue le dossier. Après qu'on ait évalué le dossier, on fait une recommandation au Conseil canadien des normes qui, eux, à leur tour, revoient l'ensemble du dossier et, en bout de liste, va émettre l'accréditation au niveau de la portée présentée. Le BNQ
on n'est pas l'accréditeur. On est partenaire de l'accréditeur qui est le Conseil canadien des normes. Moi, je dis toujours qu'on est leurs yeux. On est leurs yeux, leurs mains, on fait tout le travail. À la fin, on dit, nous, on recommande ce laboratoire-là. Et eux, après une évaluation, on dit, voilà, vous êtes maintenant accrédité au niveau international, selon tout le schéma que je vous ai expliqué tantôt au niveau de mon schéma. Donc, c'est ce que ça veut dire au niveau de l'accréditation. Est-ce que ça va pour le processus? Maintenant, au niveau du cycle, c'est que, vous vous souvenez tantôt quand je vous ai dit la beauté de l'international, c'est qu'on est tous soumis à la même norme, aux mêmes règles, aux mêmes façons de fonctionner, où on est régi sous 17011. 17011 mentionne qu'on doit aller dans les laboratoires dans le cas de réévaluation aux 2 ans. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas le laboratoire accrédité attendre 4-5 ans avant d'y retourner. On y va vraiment aux 2 ans. Quand un accréditeur a introduit d'autres notions, des notions de surveillance, il pourrait extensionner son délai de visite, mais je vous dirais que ce qu'on rencontre présentement ici, c'est toujours aux 2 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que, pour vous donner un exemple concret, un laboratoire demande à être accrédité, je vais le visiter en juin. Le temps qu'il fasse ses réponses et tout, mettons que ça prend 9 mois avant que le dossier soit accepté, il obtiendrait son accréditation en mars 2014 et là, le compteur commence. En mars 2015, on y retourne pour s'assurer qu'il l'a maintenu. Parce qu'il faut absolument qu'il nous démontre qu'il maintient son système. Parce qu'un coup que tu es accrédité par les signatures, là, puis les accords mutuels, tout ça, nous, il faut qu'on soit capable de garantir que le laboratoire que le CCN a accrédité a maintenu son système qualité. L'année suivante, en 2016, là, on donne un RIC. On envoie un questionnaire, puis là, le laboratoire nous mentionne qu'ils ont fait des audits, qu'ils ont fait des revues, nous mentionne s'ils ont fait des changements et tout. Puis, après, on recommence le cycle. En mars 2017, on y va, et ainsi de suite, au niveau du cycle d'accréditation. Qu'est-ce que ça veut dire, le laboratoire accrédité? Je pense depuis tantôt, je n'arrête pas de dire international. Je pense que là, c'est bien ancré. Là. Quand un laboratoire est accrédité ISO 1589, selon le schéma que je vous ai présenté, ça dit vraiment au reste de leur clientèle et aux yeux de ceux qui vont regarder leur portée, ils disent, nous, ce qu'on sort, c'est des résultats fiables. Nous, on respecte les exigences ISO 1589 et on est reconnu partout. Donc, un laboratoire, que ce soit en Belgique, en France, dans un pays d'Afrique qui est accrédité ISO 1589, c'est comme les mêmes garanties de fiabilité que ce que nous, on peut sortir ici. Et l'inverse, dans le sens que eux, s'ils regardent, ils vont dire le laboratoire qui est accrédité ici au Québec répond à ISO 1589, est évalué selon un schéma reconnu par un accréditeur qui lui-même est surveillé. Donc, à ce moment-là, c'est le signal qui dit « OK, cette reconnaissance-là existe ». C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui me connaissent, puis j'ai déjà fait d'autres présentations du genre, que je dis toujours l'accréditation internationale ISO 1589 pour bien expliquer le chemin d'évaluation. Ça va? Quand on dit des avantages au niveau de d'être accrédité, monsieur tantôt un peu apporté les points que je voulais mentionner, c'est que quand on est obligé de se structurer comme ça a un gros avantage. Ça ne se mesure pas effectivement. Vous avez bien dit, on ne reçoit pas un chèque au fond après 2 ans pour dire voici celui-là, mais ça nous aide à prendre nos décisions. Ça nous aide à nous orienter au niveau même des améliorations que l'on veut effectuer. Ça nous permet de mesurer nos faiblesses. Ça nous permet vraiment de voir où il faut travailler. Donc ça, c'est toujours dans la mesure où on a bien structuré notre travail. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être visité par un organisme externe, par un tiers parti, c'est des nouveaux yeux. Moi, je dis toujours, on nous dit, j'ai la partie facile, moi, je viens, je suis nouvelle, je viens juste évaluer votre système, puis vous me le démontrez. Puis le fait comme ça qu'on a un œil externe, ça aide encore plus à démontrer, dire, elle a dit que je suis conforme, elle a vu, l'équipe au complet a vu que j'étais conforme à la norme, donc ça envoie aussi le signal de dire, je suis solide dans mes façons de faire. Donc, c'est des avantages que l'on peut retirer. Pour ce qui est du nombre de laboratoires accrédités, vous savez tous que nous, ici, le schéma d'évaluation qui a été choisi dans notre province, c'est l'agrément.
Mais certains laboratoires ont choisi l'accréditation internationale pour différentes raisons, pour entre autres un développement de marché ou pour justement être en mesure de se comparer à l'international avec d'autres laboratoires. Il y a 34 laboratoires au Canada qui sont accrédités par le Conseil canadien des normes pour la norme ISO 1589. Au Québec, on en a 9. Nos clients principaux sont des laboratoires privés, mais au niveau des laboratoires, j'appelle ça les laboratoires nationaux, c'est le laboratoire de santé publique du Québec est accrédité ISO 1589, ainsi que le laboratoire Héma-Québec. Pour ce qui est de la portée, pas leur portée qu'ils font pour les tests de poche de sang, mais pour la portée recherche. En Ontario, avec le QMPLS, il y a environ 200 laboratoires qui ont cette reconnaissance. Je m'excuse, Oui. j'ai une question. Vous avez dit que le LSPQ et Héma-Québec sont à 1589 pour la recherche ou pour les examens qu'on les envoie pour les patients? Le LSPQ, c'est pour toutes les analyses qu'ils offrent pour les examens que vous envoyez aux patients. OK? Madame, Oui. quand vous parlez de l'agrément ici au Québec, est-ce que c'est un synonyme de 1589? C'est différent. L'agrément est un autre chemin d'évaluation qui a été choisi. Vous avez vu que j'ai expliqué là, la pyramide jusqu'à là. La façon que l'évaluation se fait au niveau du processus d'agrément, ils ont leur propre pyramide, eux autres. Je crois que les compagnies d'agrément, c'est ISQA, c'est comme une autre pyramide. Mais c'est une autre façon d'évaluer. Si je me trompe pas, c'est que c'est un processus d'amélioration continue. Tandis qu'en accréditation, c'est vraiment un passe-passe. Il faut que vous soyez 100% conforme à la norme. Un laboratoire qui ne respecterait pas une exigence, ne pourrait jamais être accrédité. C'est une nuance par rapport au chemin de l'agrément où vous devez toujours démontrer que vous vous améliorez. Le principe d'amélioration continue est inclus dans la norme ISO 1589, mais c'est une clause parmi tant d'autres. Un laboratoire doit être en mesure de nous démontrer qu'ils font de l'amélioration. S'ils ne sont pas capables de montrer qu'ils s'améliorent, ils ne respectent pas la clause, ils deviennent non conformes, donc leur accréditation pourrait être mise en jeu. Oui? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vous expliquer dans l'autre présentation la démarche de la France. Nous, c'est une démarche volontaire. Les laboratoires qui choisissent l'accréditation, c'est volontaire, très souvent pour une question de marché. Pour choisir l'accréditation, souvent, ça devient un niveau réglementaire. Il y a des pays qui obligent ça comme moyen d'évaluation. Au Québec, c'est pas ce qui est obligatoire, non. Ça devient un choix du laboratoire d'aller vers ce chemin d'évaluation. Et de toute façon, si on devient accrédité 1589, on est quand même obligé de faire celle... Non. Puis je vais vous dire non, pourquoi? Parce que OQT, c'est sous toute réserve. Il y a des ententes qui sont faites. Moi, je connais Agrément Canada, c'est pas une entité pour moi, loin de moi. Là. Et ils travaillent aussi avec le Conseil canadien des normes. Ils sont justement en train de regarder comment les processus pourraient être arrimés pour justement reconnaître le travail qu'on fait en accréditation. Donc ça, c'est en train de se travailler. Supposons qu'un laboratoire voulait être accrédité, qui dit à Agrément Canada, moi je veux aller vers l'accréditation. Eux, ils nous connaissent tous, puis on a des accords aussi de signés depuis plusieurs années. Eux vont à ce moment-là faire appel au Conseil canadien des normes. Ils vont dire, on a un laboratoire dans un hôpital qui voudrait être accrédité. Puis là, à ce moment-là, nos processus se mettent en place. Donc, aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'est pas supposé avoir de dédoublement, puis le travail a toujours été fait en ce sens-là. Il y a plusieurs années, quand j'ai travaillé avec Agrément Canada, c'est qu'il n'y en avait pas de demande au niveau des laboratoires au niveau des laboratoires publics. Nous, c'est des laboratoires privés, nos clients, actuellement. Au niveau des centres hospitaliers ou des autres laboratoires publics, il n'y a pas eu de demande. Donc, notre processus, entre guillemets, s'est jamais mis en branle parce qu'il n'y a pas eu de demande. Demain matin, un laboratoire voudrait l'être, ça existe. Et ils nous connaissent, et ils connaissent le Conseil canadien des normes, et le travail se fait comme je peux. Donc, est-ce que vous seriez obligé d'avoir une autre évaluation de votre laboratoire? Non. C'est bon? Maintenant, je voudrais vous parler rapidement, ce ne sont que des exemples que j'ai pris en note. Les principales difficultés qui ont été rencontrées par les laboratoires qui ont fait une démarche initiale au niveau de l'accréditation. Oups! Bon. Voilà.
Au niveau des exigences du système de management, puis ce sont que des exemples, là, je n'ai pas fait la liste, j'ai pris les principaux que j'ai rencontrés au niveau des rapports. Je parle d'une démarche initiale. Donc, quelqu'un qui commence, qui dit « Moi, je veux être accrédité, venez nous visiter ». Donc, lors de la visite initiale, ce qui ressortait le plus, c'était que, j'appelle ça notre partie philosophique de la norme, établir une bonne politique de qualité qui va finalement nous guider dans les orientations qu'on veut donner à notre laboratoire. Cette notion-là était plutôt nébuleuse, donc il a fallu qu'on la retravaille, que ça soit retravaillé un petit peu plus. Au niveau des systèmes d'audit interne, c'est le système de, moi j'appelle ça, on se regarde un nombril et on s'assure qu'on est conforme à notre norme. Il y avait souvent des manques au niveau de certaines activités. On n'auditait pas nécessairement la partie système, on n'auditait pas nécessairement toutes nos parties techniques. Donc, ça, c'est des non-conformités qu'on a soulevées. Les gens devaient travailler plus intensément leur mode de vérification. Au niveau de la revue de direction, où est-ce que là, l'appui de la direction doit être palpable en accréditation 1589. Si on rentre dans un laboratoire, c'est juste le responsable qualité tout seul qui essaye bien que mal à maintenir son système et que personne autour de lui, non, il n'aura pas son accréditation parce qu'il ne sera pas capable de démontrer que la direction est derrière. Donc, là, je parle de la direction globale et ça se traduit souvent par une revue de direction où est-ce qu'on revoit l'ensemble de notre laboratoire, on revoit l'ensemble de ce qui se passe, de nos activités. Puis, suite à ça, c'est là qu'on tire nos plans d'action, nos améliorations. On a une réflexion de fait, puis on dit, OK, l'année prochaine, on s'en va vers ça. Ça, il y avait des difficultés à ce niveau-là. Les non-conformités, le processus de non-conformité, de façon à être géré efficacement, ça, c'était difficile. Tout ce qui était l'énoncé, on les corrigeait. Là. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne corrigeaient pas les affaires. Tout le monde disait, c'est arrivé, je les corrigeais. Je le croyais bien, là. Il faut bien que vous soyez capable de le démontrer. Vous voulez être accrédité, donc il faut que vous ayez un moyen aussi de le démontrer. Donc, c'était tout ce qui était le processus, l'action immédiate, faire une enquête, déterminer les causes, puis évaluer l'impact. Donc ça a été un petit problème qu'il a fallu que les laboratoires travaillent davantage. Puis tout ce qui était la démonstration de la formation continue du personnel. Le personnel était formé, le monde était là, travaillait, mais après c'était le temps, ben oui, mais tu sais quoi, tu fais-tu 15 ans qu'il n'a pas participé à quelque chose? Il est-tu allé à un tel colloque sur son sujet? Ça, on ne l'avait pas à ce niveau-là. Donc, c'est quelques exemples que je veux vous citer qu'on soulevait. Au niveau technique, la plus grosse difficulté a été la validation de méthode. Le ISO 1589 est clair. Toutes les méthodes doivent être validées selon la profondeur qu'on a besoin. Puis, il faut qu'il y ait une réflexion scientifique derrière ça, des protocoles, des données à l'appui et des conclusions. C'est une notion que j'ai constatée au début que c'était plus nébuleux. Et c'est nébuleux pour tous les pays. Là. Au début, quand ça a commencé, puis vous pouvez le corroborer, maintenant, par exemple, je vais prendre l'exemple de la France, ils ont sorti des guides pour guider les laboratoires dans les validations de méthode, dans les incertitudes de mesure, mais ils ont eu une réflexion de spécialistes qui s'est faite avec les années. Là, ils ont sorti des choses. Nous, on a commencé. Donc, au niveau de la validation de méthode, ça a été plus ardu. Au niveau des programmes d'essais d'aptitude et d'essais interlaboratoires aussi, il y avait des lacunes. Incapables de se comparer entre deux laboratoires ou d'aller chercher des échantillons, exemple, avec une donnée déjà connue, puis pour être capable de savoir qu'on atteint cette donnée-là. Donc, ces programmes-là n'étaient pas bien élaborés. Et au niveau professionnel, ben, il faut être encadré suffisamment dans nos activités de laboratoire pour nous guider, là, pour être capable de sortir nos résultats fiables. Moi, j'ai tout le temps dit au laboratoire, je disais, si demain matin, tu t'en vas en cours avec ton résultat, il faut que tu démontres que ton résultat, là, il était fiable. Tu ne peux pas juste dire, ben oui, elle est bonne, ça fait 20 ans qu'elle travaille là. Oui, non, c'est la meilleure, celle-là. Ben oui, elle l'a fait, c'est évident de voir qu'elle laisse faire passer ça. Non, c'est à ça qui sert notre système de gestion, c'est à ça qui sert d'avoir nos données puis nos preuves pour être capable de démontrer la fiabilité de nos analyses. Donc voilà, c'était les exemples que je voulais vous mentionner. Maintenant, quand on arrive en réévaluation, ça change un petit peu. Là, le laboratoire a été accrédité, il a fait vivre son système. Là, il fallait qu'il le fasse vivre, mais à tous les niveaux. Donc, au niveau de la mise en place de plans d'action pour démontrer qu'ils font de l'amélioration continue. Nous, on le voyait quand on faisait de l'amélioration, mais à un moment donné, tu as des stratégies. Tu as des choses que tu penses qu'il faut juste un petit peu plus encadrer pour être capable de le démontrer. Puis
puis de dire, c'est vers ça qu'on s'en va, c'est ça qu'on va faire pour les 3 prochaines années, et ainsi de suite. Au niveau des dossiers de validation, un coup qu'ils ont validé, c'est bien beau, mais de temps en temps, il faut se repencher sur nos validations pour s'assurer que notre protocole tient encore la route. Y a-t-il eu des changements scientifiques qui s'est fait au niveau de mon analyse? Y a-t-il eu des nouveaux ajouts dans mon laboratoire? On a changé d'équipement, on a changé de réactifs, on a changé même de personnel. Ça peut changer nos paramètres initiaux qu'on a mis pour valider. Il faut les revoir, il faut qu'on soit capable de démontrer qu'on les a revus. Au niveau du maintien, au niveau de la structure de gestion, ça arrivait que les gens disaient, bon, on est accrédité, c'est parfait. Puis là, ils baissaient la garde au niveau du personnel, exemple, qui agissait dans le système qualité. Ça, c'était plus difficile. À ce moment-là, c'est plus difficile à maintenir. Pour encore des pratiques établies pour la gestion des non-conformités, c'est encore des lacunes que l'on voit. Puis, tout ce qui est surveillance de leur système qualité. Aussi, ça, pour le maintenir, c'était plus difficile. On revient encore avec la réévaluation de la compétence. C'est encore des choses que l'on voit quand on est en réévaluation. En réévaluation, c'est encore plus en profondeur parce que les gens se sont imprégnés de leur système qualité. Donc, j'ai mis la mise en place d'indicateurs qualité pertinents. Je suis encore un peu minutes. C'est bon? Donc, c'était les principales difficultés que je voulais vous énoncer. Ce ne sont que des exemples. Donc, rencontrer juste pour vous mettre un peu au parfum, après 6 ans, nous, de visite, à quoi ça peut ressembler. Mais voilà, finalement, c'est ça que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez donc profiter, je vous ai un peu d'avance. Oui. Vous avez laissé un peu plus pour que vous oui, c'est ça. Quand même, j'ai pris 8 minutes de plus que ma pratique. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il faut profiter de l'occasion pour poser les questions. Je pense que c'est important. On est tous bien pris dans notre travail respectif. Est-ce que tout ce qui a été annoncé là vous permet de comprendre justement au niveau de cette norme? J'ai une question qui sera plus davantage à mon champ d'intérêt, parce que nous, on est du côté plus fournisseur. Oui. Est-ce que le BNQ reconnaît, par exemple, des améliorations qui seraient faites dans un laboratoire d'un centre hospitalier pour mieux contrôler, par exemple, les dates d'expiration sur les produits? Est-ce que ça fait partie des normalisations? Est-ce qu'il y a des systèmes mis en place pour bien contrôler la qualité des produits? Si on reconnaît le fournisseur, vous voulez dire? Non, les efforts faits par le laboratoire pour gérer davantage de entrées et sorties des Mais produits. dans l'automatisation de cette partie-là. L'automatisation de cette partie-là. Nous, ce qu'on évalue, c'est pas le BNQ, c'est à travers la norme, OK? C'est vraiment les chemins qui vont avoir suivi pour démontrer une amélioration. Donc, si un laboratoire dit, écoute, moi j'avais ces lacunes-là, j'ai décidé d'y aller vers comme ça, j'ai un plan, d'ici 3 ans, on va le gérer de cette façon-là, et montre son avancement, c'est une preuve qui respecte la norme au niveau de l'amélioration. Donc, c'est dans ce sens-là que, oui, on reconnaît l'effort. C'est le laboratoire qui a à nous démontrer. La norme n'est pas prescriptive du A à Z. Elle ne donne pas un moyen. Non, la norme ne donnera jamais de moyens. C'est le laboratoire qui doit se donner les moyens et qui doit nous démontrer. Nous, quand on va en visite, là, je dis toujours, maintenant, je vous écoute. La norme demande ça. Qu'est-ce que vous faites pour être conforme à ça? Puis là, c'est là qu'on explique, qu'on parle, tout ça. Mais on ne donne pas de moyens, on ne sera pas prescriptif. Donc, des fois, les gens vont dire, est-ce que tu veux exiger, exemple, telle qualité d'eau ou telle d'affaire? Non, je n'ai pas besoin de vous dire ça, parce que vous connaissez votre analyse. Si votre analyse exige une pureté d'eau ou l'équipement exige ça, c'est automatique qu'il faut que vous le fassiez. Puis ça, c'est comme évaluer en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vous qui avez la responsabilité de votre analyse et démontrer sa fiabilité. Donc, nous, c'est tout l'ensemble qu'on regarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? 2 questions. La première, vous avez votre organisme, puis un autre organisme qui semble faire l'accréditation au Québec. Quel autre organisme? Un autre groupe pour l'accréditation des hôpitaux, vous dites qu'il y a un autre... je dis c'est un autre groupe, c'est le concept d'agrément. L'agrément, moi, si je comprends bien, l'agrément, c'est le centre hospitalier, puis là, tout est évalué. Hein? Les chirurgies sont évaluées, les étages sont évalués, le laboratoire, la pharmacie, c'est un immense cahier de charges à lequel vous devez répondre aux exigences. Donc, ça, c'est ce qui est là. Moi, c'est vraiment spécifique laboratoire pour quelqu'un qui voudrait une reconnaissance internationale selon le schéma que je vous ai présenté. Mais ce n'est pas de l'accréditation, l'agrément. Ce n'est pas selon le schéma qui est là. Donc, mais vous êtes évalué, là, c'est sûr, parce que vous avez des équipes d'agrément. Moi, dans mes pigistes, la plupart de mes pigistes viennent tous des centres hospitaliers.
Puis des fois, ils disent, non, tu peux pas me prendre, là, cette semaine-là, là, j'ai ma visite d'agrément. Donc, vous êtes évalué, mais sur un autre chemin. J'appelle ça, moi, comme 2 chemins parallèles. La deuxième question, quel serait l'avantage d'un laboratoire hospitalier québécois d'être accrédité? Comment vous vendez ça à un laboratoire? À part d'être privé. Moi, je ne suis pas une bullshiteuse. Je vous dirais que les avantages, on va se le dire, ça va vraiment aller en fonction de notre clientèle, puis le niveau qu'on veut atteindre aussi au niveau de notre démonstration de notre fiabilité. Ça va vraiment à ce niveau-là. Puis souvent, pourquoi j'ai beaucoup de laboratoires, on a le laboratoire privé qui se dirige vers ça, c'est vraiment parce qu'il y a des clients qui le demandent. Il y a des pharmaceutiques ou d'autres entreprises qui font affaire à travers le monde. On le dit, c'est une norme internationale. Eux autres, ils vont faire des essais cliniques ou des affaires avec un laboratoire au Québec, un laboratoire en Belgique, n'importe où. Ils ne veulent pas le savoir. On a tout ça, on a tout ça. C'est ISO 1589, selon le schéma de visite que je vous expliquais à l'international, c'est ça qu'ils vont demander. Fait que souvent, les gens qui vont aller chercher une accréditation vont avoir un besoin commercial à ce niveau-là. Donc, si on va avec le BNQ pour se faire accréditer, est-ce que, parce que l'agrément Canada va toujours venir à notre centre hospitalier, est-ce qu'on, si on leur dit qu'on est accrédité par le BNQ, est-ce qu'ils vont quand même faire leur... Le laboratoire? Ou le laboratoire. C'est ce que je vous mentionnais au niveau de nos ententes qu'il y a depuis plusieurs années, et encore le travail qui est en train de se faire aujourd'hui. Non, ça va se faire soit conjointement, le processus va être regardé, puis on y va soit en même temps, soit différent. Ça, c'est comme encore un processus qui est en train de se définir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de demande. Tu sais, là, c'est la poule avant l'œuf. Le jour qu'un laboratoire va dire, moi, je veux aller la chercher, mon accréditation internationale, bien là, ça va prendre forme. Ça va prendre forme, cette entente-là, qui existe depuis longtemps. Moi, j'ai une vision internationale, 1589, tout le monde comprend, que ce soit à Dubaï, à Bombay ou n'importe où. Et de toute façon, toutes les normes locales s'effacent, mais en fait s'intègrent. Par exemple, on prend aux US, il y a le CAP. Le CAP, aujourd'hui, va vers le 1589. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une question de... il y a une norme qui a été reconnue internationale parce que vous avez eu cette organisation qui, avec les groupes de travail, etc. Et en fait, aujourd'hui, vous parlez de 1589, vous avez tout dit. C'est important, c'est le succès de la norme. Je voulais juste, je suis Marianne Raco, je suis directrice de l'agrément au Conseil québécois d'agrément. Juste préciser sur les questions relatives à l'agrément, sur le fait qu'au Québec, la loi oblige donc les établissements de santé et de services sociaux à être agréés aux 4 ans désormais. Et le ministère a habilité 2 organismes d'agrément, donc l'Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément. Et ces 2 organismes sont partenaires sur l'agrément des C3S et donc des centres hospitaliers hors universitaires. Et ce que je voulais dire, c'est que du point de vue de l'agrément, c'est évident que quand on fait une démarche d'évaluation exhaustive comme est l'agrément qui touche toutes les activités et les services d'un centre hospitalier, c'est évident qu'on va aller s'appuyer sur les certificats ou sur les démarches qualité spécifiques existantes pour voir si effectivement elles répondent aux normes de qualité, mais on n'ira pas vers refaire les mêmes choses. Ça, c'est quelque chose qu'on développe aussi, sur lesquels on est d'accord avec l'Agrément Canada, c'est pas faire refaire les choses plusieurs fois aux gestionnaires des écoles de santé. Donc il y a cette volonté-là. Après, il y a des normes spécifiques auxquelles il faut se conformer de part et d'autre, donc c'est de trouver comment on peut le faire de la meilleure manière sans avoir à refaire les choses inutilement. Puis le Conseil québécois d'agrément fait partie aussi de nos ententes. Donc les 2 organismes d'agrément au Québec ont signé dans le passé ce genre d'entente-là pour dire, écoute, un laboratoire qui veut être accrédité au Québec, on ne va pas réinventer la roue et recommencer le système d'évaluation. Et dans le processus que l'on mettait en commun, c'est bon le point que tu amènes, parce qu'effectivement, il y a des petites exigences supplémentaires qu'il y a au niveau de l'agrément, parce que des fois, c'est un petit peu plus prescriptif, là, différemment certains programmes. Bien, à ce moment-là, nous, c'est complété dans l'évaluation. Puis là, c'est là qu'on s'entend avec les organismes d'agrément, mais c'est transparent pour le laboratoire. Oui, madame? Vous avez parlé de la fiabilité, de la fiabilité aussi des équipements. Il y a des méthodes qui existent, il y a des fois des analyses statistiques, il y a pas de démontrer si c'est fiable. Est-ce que ça, maintenant, c'est intégré dans la norme pour s'assurer que si vous comparez un lab, je ne sais pas, ici, puis un lab à Québec, bien, la fiabilité est basée sur la même Est-ce que vous parlez là, des logiciels
souvent, exemple, pour les contrôles qu'on passe, puis on regarde si on est des dedans. méthodes statistiques Oui, oui. d'analyse qui viennent de 6 sigma, OK. qui permettent d'évaluer des écarts. Ça devient votre moyen. Si c'est le moyen que vous utilisez c'est un des moyens que vous utilisez pour vouloir démontrer votre fiabilité analytique. Donc, nous, exemple, si vous nous présentez quelque chose comme ça, nous, on l'attache à une exigence de la norme. Là, bon, là, vous allez nous l'expliquer, nous démontrer, mais c'est un des moyens. OK? Fait que oui, c'est reconnu dans la mesure où c'est bien fait puis ça répond à la norme. On ne reconnaît pas l'externe, on reconnaît vos façons de faire. La seule nuance qu'on peut apporter à ce niveau-là, puis là j'ouvre un petit peu la porte, c'est que dans la norme, il y a d'autres types de normes, mais là je ne veux pas vous mélanger, là, mais où est-ce que d'autres organismes, exemple ceux qui fournissent des essais d'aptitude et des choses comme ça, peuvent aller eux autres aussi s'accréditer à l'international sous d'autres exigences. À ce moment-là, c'est toujours intéressant d'aller chercher ces fournisseurs d'essais d'aptitude-là, parce que là, eux aussi répondent à un schème ISO, à un schème d'accréditation. Puis là, c'est dans le choix de vos fournisseurs. Tout est interrelié dans la norme. Moi, quand je t'en audis, les gens me disent « tu tricotes, c'est incroyable ». Oui, parce que tout est relié. Fait que quand vous choisissez votre fournisseur, quel que soit le service que vous voulez rendre, bien, vous avez une stratégie derrière ça. Vous ne l'avez pas choisi pour ses beaux yeux. Donc moi, je vais vous le demander, pourquoi vous l'avez choisi, ce fournisseur-là? Pourquoi c'est lui? Puis là, ben là, c'est là que vous défendez. On est reconnu dans le monde, on est utilisé dans tous les laboratoires, blablabla. Donc, ça devient une justification valable pour le choix, puis en plus que vous démontrez l'application qui vous a rendue pour réussir à démontrer que vous êtes conforme à l'exigence. Je réponds à votre question? En moitié? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez encore 5 minutes de questions? Non? C'est bon? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer.